Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo règle de Dague Noire. Il s'agit d'un prototype de jeu pour 3 à 7 joueurs à partir de 12 ans et pour des parties d'1 heure à 1h30. Prenez la tête d'un petit groupe d'assassins, gardez leur identité secrète, protégez-les à tout prix. Organisez des combats favorables à vos personnages et tentez d'éliminer ceux de vos adversaires afin de vous assurer la victoire. Tous les coups sont permis, mais attention, les crimes sont suivis de près par les sergents du village réputés sans merci. Dague Noire est un jeu compétitif qui se déroule dans un village médiéval fantastique où le crime est omniprésent. La guilde des assassins est en crise et chacun de ses membres lutte pour la notoriété et la fortune. Chaque joueur se voit attribuer aléatoirement en début de partie plusieurs personnages dont l'identité est inconnue des autres joueurs. Les joueurs doivent maintenir leur personnage en vie le plus longtemps possible afin de gagner un maximum de points de victoire, tout en réalisant les objectifs attribués sous forme de missions ou de quêtes. Ils devront saisir les opportunités qui se présentent afin de faire gagner de la réputation à leurs personnages, en les faisant triompher lors de combats de rue où tous les coups sont permis. Ils devront dans un même temps provoquer l'élimination des personnages adverses afin d'augmenter leurs chances de victoire. Le village est composé de différents territoires, également appelés quartiers, tous numérotés de 1 à 20, et d'une zone non accessible appelée le fort. Il s'agit d'une zone de repos pour les gardes du village, mais également d'un espace de stockage pour les pièces du trésor ou encore les personnages faits prisonniers. À gauche du plateau se situe la piste de contour, en haut la piste de combat et à droite le cimetière. Enfin, nous trouvons sur certains territoires ou quartiers du village des icônes de combat. Un combat entre deux personnages peut avoir lieu dans un territoire, à la condition qu'il y ait au moins une icône de combat présente. En réalité, sur ce prototype, les combats peuvent avoir lieu dès lors que ce territoire est coloré. Les 4 caractéristiques de combat différentes utilisées dans l'univers de Dague Noire, que vous venez de voir sur le village précédemment, sont les suivants. Tout d'abord la magie, surtout prisée des sorciers. Ensuite l'éloquence, dont les influences savent faire excellent usage. La force, réservée aux féroces combattants. Et enfin l'agilité, dont les ombres sont devenues maîtres en la matière. Si le lore du jeu vous intéresse, je vous laisse faire pause sur cette slide afin d'en apprendre davantage. Voici à présent le matériel du jeu. Même chose, je vous laisse faire pause sur la vidéo si vous souhaitez regarder ça en détail. Mise en place du jeu. Tout d'abord, vous devez placer un personnage sur chaque territoire du plateau et 3 gardes au niveau du fort. Placez ensuite une pièce d'or sous chaque personnage, sauf les gardes. Placez le panneau avis de recherche en haut du plateau, ainsi que des avis de recherche de personnages comme suite. Un personnage dague noire, 2 personnages dague bleue, 3 dagues rouges, 4 dagues jaunes et 4 dagues blanches. Placez l'aide de jeu et les avis de recherche non utilisés à côté du panneau. Placez en haut du plateau de jeu les pions de combat et les dés. Placez le pion crâne sur le contour à gauche du plateau, sur la case 0. Enfin, placez les piles de cartes manigance, quêtes et missions sur la gauche du plateau. Voyons à présent la mise en place pour chaque joueur. Chaque joueur dispose son paravent devant lui et fixe les tokens à l'effigie de ses personnages secrets sur la partie centrale de celui-ci. On attribue ensuite à chacun un contrat d'assassin résumant les différentes manières de gagner des points de victoire, 6 cartes manigance, une carte mission et une carte quête. Le but du jeu, avoir le contrat d'assassin avec le plus de points de victoire selon les 5 critères détaillés ci-contre. La prime de recherche de vos personnages, la longévité de vos personnages, l'argent total de vos personnages, les missions que vous aurez réalisées et enfin l'accomplissement de votre quête principale. Voyons tout d'abord en quoi consiste la prime de recherche des personnages. Cette méthode consiste à faire grimper ces personnages vers le haut du tableau avis de recherche. On y parvient lorsque nos personnages remportent des combats ou grâce à certaines cartes manigance. Plus un personnage est en haut
du tableau à vide recherche et plus il est considéré dangereux par la patrouille du village. Les sanctions sont donc de plus en plus sévères. Mais les points octroyés en fin de partie sont plus importants. Exemple, le propriétaire d'un personnage dont la vie de recherche est dague noire, en fin de partie lui rapporte 20 points de victoire. Un personnage dague blanche, quant à lui, rapportera 3 points de victoire à son propriétaire en fin de partie. Voyons à présent le concept de longévité des personnages. Dague noire est un jeu sans merci où l'élimination des autres est le nerf de la guerre. Beaucoup de personnages vont donc succomber au cours de la partie. Chaque personnage éliminé est positionné sur la piste cimetière, du bas vers le haut, selon l'ordre de leur élimination. Plus un personnage est éliminé tard dans la partie, et plus il rapporte de points à son propriétaire. Dans le troisième critère de points de victoire, l'argent des personnages. Pour chaque personnage nous appartenant encore en vie, on totalise les pièces en leur possession. Un personnage peut rapporter des pièces en remportant des combats ou grâce à l'action de certaines cartes manigances. On octroie 3 points de victoire par pièce possédée en fin de partie. Durant son tour de jeu, il arrive qu'un joueur réalise sa mission en cours. Lorsque c'est le cas, il la révèle aux autres joueurs. Les missions réalisées rapportent plus ou moins de points selon leur niveau de difficulté. Comme nous l'avons vu précédemment, une quête principale est distribuée à chaque joueur en début de partie. Il s'agit d'un objectif de long terme qui doit être réalisé lorsque la partie prend fin. Si un joueur parvient à réaliser sa quête, il gagnera un grand nombre de points de victoire nécessaires à la victoire finale. Présent comment se déroule un tour de jeu. À son tour, un joueur devient actif et peut alors dépenser jusqu'à 3 points d'action. Une aide de jeu permet de résumer les actions qui lui sont possibles. Chaque action coûte 1 point d'action, sauf le fait d'échanger des cartes ou de compléter sa main jusqu'à 6 cartes, qui requiert de passer son tour. Parmi les autres actions possibles, et réalisables plusieurs fois par tour, il est possible au joueur de jouer une ou plusieurs cartes blanches, d'effectuer le déplacement d'un personnage, de piocher une carte manigance. Parmi les actions réalisables une seule fois par tour, il est possible de lancer un duel, de changer de mission. Le fait d'échanger des cartes ou de compléter sa main, nous l'avons vu précédemment. Et enfin, réalisable une seule fois dans la partie, et cela avant le début du deuxième tour, la possibilité de changer sa quête, si on considère qu'elle est trop difficile ou inatteignable. Les 3 types de cartes manigance. Les cartes à fond noir apportent des bonus ou des malus en combat au personnage. Il s'agit généralement d'armes ou de sorts. Les cartes à fond jaune sont des actions immédiates. Elles permettent de changer le cours des événements, tels que l'annulation d'un pouvoir, contrer un assassinat ou corrompre un garde sur le point d'exécuter un personnage. Enfin, les cartes à fond blanc sont des actions utilisables seulement par le joueur actif, c'est-à-dire le joueur dont c'est le tour. Il s'agit de cartes qui permettent le vol de pièces ou l'organisation d'un duel dans un quartier spécifique du village, ce genre de choses. Le verso de l'aide de jeu résume tout ce que nous venons de dire. Le joueur actif pioche une carte manigance. Il la garde évidemment secrète, et cela pour 1 point d'action. Le joueur déplace ensuite pour un second point d'action Fëanor l'acrobate sur le territoire de l'Arbre Bleu, où se situe déjà Ice la montagne. Pour un troisième et dernier point d'action, le joueur lance un combat entre les deux protagonistes. À l'issue de ce combat, et une fois la résolution effectuée, le tour du joueur prendra fin, car il aura effectué ces 3 actions. Petite précision sur les règles, 2 personnages d'une même faction ne peuvent pas s'affronter. Le combat est divisé en 3 phases. Tout d'abord, le rapport de force avant combat, la phase de manigance et enfin le lancer de dés. Nous allons commencer avec le rapport de force avant combat. Lorsqu'un combat est déclaré, on calcule dans un premier temps les forces de chaque personnage
selon les caractéristiques désignées sur le territoire où les personnages combattent. Ici, sur le territoire de l'Arbre Bleu, les personnages s'affrontent sur les caractéristiques agilité et magie. On additionne tout simplement ces caractéristiques pour chacun des personnages. Fëanor l'acrobate a donc 1 point de magie et 4 points d'agilité pour un total de 5. Quant à Ice la montagne, il a 2 points de magie et 1 point d'agilité pour un rapport de force de 3. La deuxième phase de combat est la phase de manigance. Il s'agit de la phase durant laquelle les joueurs peuvent jouer une carte pour l'un ou l'autre des personnages. Pour rappel, seules les cartes à fond noir peuvent être jouées à ce moment-là. Chacun à leur tour et dans le sens des aiguilles d'une montre, en commençant par le joueur actif, normalement à l'origine du combat en cours, les joueurs peuvent jouer, s'ils le désirent, une carte qu'ils affectent à l'un des combattants de leur choix. Une fois que le dernier joueur a fait son choix de jouer une carte ou non, on effectue un second tour de table. Ainsi, chaque joueur aura la possibilité de poser 2 cartes combat au maximum pour influencer le combat. On révèle ensuite les cartes et on résout leurs effets. Ici, l'un des joueurs a utilisé une carte sonnée, qui a pour effet de faire perdre 1 point d'agilité à Fëanor l'acrobate. Un autre joueur a utilisé une carte illusionniste, qui a pour effet de faire gagner 2 points de magie à Ice la montagne. Ainsi, le nouveau rapport de force est le suivant. Fëanor l'acrobate a perdu 1 point, faisant passer sa force totale à 4, tandis que Ice la montagne, ayant gagné 2 points de magie, passe à 5. On place donc les pions dagues selon la couleur des personnages sur la piste de combat qui se situe en haut du plateau. Petite précision concernant les cartes jouées. Si un joueur n'a pas posé de cartes au premier tour de table, il a quand même la possibilité de le faire au second tour de table. Une fois les cartes révélées, un joueur peut à tout moment faire usage d'une carte flash, c'est-à-dire une carte à fond jaune, pour annuler l'effet d'une carte, par exemple. Enfin, la dernière phase de combat, le lancer de dés. Le joueur actif lance les dés à la couleur des personnages combattants et ajoute le score de chacun à la puissance des personnages correspondant sur la piste de combat. Le personnage ayant le score le plus élevé remporte le combat et exécute son adversaire. Dans notre exemple, Fëanor l'acrobate obtient un 5 au dé, pour une force totale de 9. Il a donc un score plus élevé que Ice la montagne, c'est donc lui qui remporte le combat. Résolution d'un combat et conséquences sur le jeu. Ice la montagne a été terrassé par son opposant. Il intègre donc le cimetière sur la case la plus basse. Il rapportera 1 point de victoire à son propriétaire à la fin de la partie. Fëanor l'acrobate, quant à lui, vainqueur du combat, empoche la bourse de Ice, soit une pièce dans le cas présent. Petite précision, en cas d'égalité, rien ne se passe. Le joueur actif choisit l'un des personnages et le déplace sur un territoire libre de tout autre personnage, garde y compris. Ice la montagne, ayant été éliminé, quitte le tableau d'avis de recherche, tandis que Fëanor l'acrobate grimpe dans la hiérarchie et occupe désormais un niveau de recherche dague blanche. Lorsque toutes les résolutions du combat ont été effectuées, le joueur actif peut enfin révéler aux autres joueurs s'il a durant son tour de jeu accompli une mission. Dans notre exemple, le joueur a bien accompli sa tâche puisqu'il devait provoquer un duel entre un membre de la faction des Féroces et un de la faction des Ombres. Sa mission brillamment exécutée lui rapportera 2 points de victoire en fin de partie. Le joueur peut dès lors mettre sa carte mission à côté de lui face recto et piocher immédiatement une nouvelle carte mission. Pour précision, cette action est gratuite et automatique. Lorsque tous les joueurs ont terminé de jouer, un tour de jeu s'achève. Le marqueur de tour, appelé également pion crâne, progresse d'une case. Précision. Aucun combat n'est possible au tour 0 et à la fin de ce tour initial, la patrouille ne se déplace pas. Nous y reviendrons un peu plus tard.
La partie s'achève lorsque le pion crâne atteint le chiffre correspondant au nombre de tours de jeu défini en début de partie. Cela dépendra du nombre de joueurs. Voyons à présent le déplacement de la patrouille à la fin d'un tour de jeu. Lorsque le pion crâne progresse et qu'au moins un assassinat a été commis durant le tour précédent, la patrouille du village se déploie. Un dé à 20 faces est alors lancé pour chacun des gardes. Les gardes sont l'un après l'autre placés sur le territoire désigné par le dé. Exemple, le dé désigne le territoire numéro 4. On place alors l'un des gardes sur ce territoire. On effectue la même chose pour les 3 gardes. Comme c'est ici le cas, aucun personnage n'occupe le territoire numéro 4. Par conséquent, rien ne se passe. Le garde conserve cependant son emplacement jusqu'à ce qu'il soit à nouveau déplacé par un lancer de dés à 20 faces. Précision sur les règles, aucun personnage, hormis les personnages non recherchés, ne peut se rendre sur les territoires occupés par un garde. Il arrive souvent qu'un garde arrive sur un territoire occupé par un personnage. Si celui-ci n'a pas d'avis de recherche, rien ne se passe. En revanche, s'il est recherché, une sanction plus ou moins grave s'appliquera. Plus un personnage est recherché, et plus sa sentence sera grave. Les avis de recherche sont de 5 niveaux différents, allant de dague blanche à dague noire. Ils sont mis à jour et publiés quotidiennement par les autorités du village. De cette façon, les assassins peuvent mesurer leur valeur et leur prestige actuel. Plus ils sont recherchés, et plus grande est leur notoriété. Mais ils courent aussi de plus en plus de risques de se faire attraper et de se voir exécutés sur place par les gardes ou d'autres assassins. S'ils sont pris par la patrouille, les assassins de faible rang, c'est-à-dire les dagues blanches, doivent payer une simple contravention, à hauteur de la moitié supérieure de leur bourse. Exemple, si un personnage possédant 3 pièces est arrêté par les gardes, il devra payer 2 pièces. Les personnages de rang moyen passent par la case prison au fort du baron. Et pour certains même, ils devront payer l'intégralité de leur bourse, dans le cas des dagues rouges par exemple. Enfin, les personnages de haut rang payent leurs méfaits par leur propre sang. Ils sont exécutés sur place par les gardes et l'intégralité de leur bourse revient au trésor du baron. Lorsque les personnages sont faits prisonniers, ils sont également placés dans la zone du fort. Ces personnages sont libérés à la fin d'un tour et après le déploiement des gardes. Avant de quitter le fort, les prisonniers perdent un niveau de recherche. On lance ensuite le dé à 20 faces pour chaque personnage libéré, afin de connaître sa destination. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je recherche actuellement un éditeur, donc si vous êtes intéressé par mon projet, n'hésitez pas à me joindre sur ma boîte mail personnelle que voici. Bonne journée à vous.